il paraît que je suis live. Super, c'est donc mon premier live Instagram. Et je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent, puisque pour l'instant il n'y a personne. Et donc je vais devoir faire ce que tous les gens dans le monde d'Instagram, oui, il y a Cécile, salut Cécile, euh, font, c'est-à-dire parlent dans le vide en attendant que des gens se connectent. Donc voilà, je vais devoir meubler pendant 5 minutes, ce qui n'est pas beaucoup mon fort, mais ce n'est pas grave. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez en live. Oui, Marine est là aussi. Hello. Ou alors en différé, puisque je pense que je vais essayer d'enregistrer ce live si ce n'est pas trop catastrophique et d'avoir une de mes premières vidéos en live sur internet. Voilà, c'est un de mes nouveaux défis 2021. C'est d'essayer de ne pas avoir peur de me lancer dans des trucs que j'ai pas l'habitude de faire parce que c'est pas parfait. Et donc si ce n'est pas parfait, je ne le fais pas. Et en l'occurrence, je sais que si j'avais dû faire une vidéo sur mes lectures de 2020 en éditant, déjà ça m'aurait pris beaucoup trop de temps puisque je ne sais pas faire. Mais surtout, je pense que j'aurais jamais osé publier quoi que ce soit en me disant ah j'aime pas ma tête, là j'ai bafouillé, là ça va pas ce que je dis. Donc là au moins un live, j'ai pas le choix, c'est en direct. Et voilà, bon, je pense qu'on va pas trop tarder à commencer non plus puisque n'ayant pas le suivi de Kim Kardashian, je pense qu'il n'y aura pas 150 millions de personnes qui suivront ce live. Peut-être serai-je surprise et que je serai la nouvelle viralité du moment de janvier 2021, mais j'en doute. Donc, pour commencer mes lectures de 2020, en fait, je m'étais lancée un peu en un défi. J'aime pas le terme de bonne résolution parce que je ne les tiens jamais. Mais le défi que je m'étais lancé pour 2020, c'était d'essayer de lire 3 livres par mois et donc d'arriver à la fin de l'année avec 36 livres lus, ce que j'ai réussi à faire. Et donc j'en ai lu 37. Et sur ces 37 livres, j'en ai lu, il me semble, il y a 15 auteurs masculins et 19 autrices. Et alors je sais que du coup ça ne s'additionne pas, mais en fait il y a des livres que j'ai relu par exemple la trilogie des Royaumes du Nord et j'ai compté en fait qu'une fois Philippe Pullman, même si j'ai dû lire 4 bouquins de Philippe Pullman cette année. Donc en termes en fait de livres lus et de ratio auteur-autrice, on est quasiment sur du 50-50 cette année. Et ce que j'aimerais pouvoir faire pendant l'année 2021, c'est d'essayer de lire plus de romans et d'essais de femmes. Parce que je vais pas, c'est pas un bouquin dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, mais j'ai lu l'essai d'Alice Coffin qui est vraiment bien. Et effectivement, ça m'a pas mal interpellée. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, mais ça m'a pas mal interpellée ce qu'elle dit sur essayer de privilégier des œuvres qui ont été faites par des femmes. Et donc je vais essayer de choisir mes livres un peu plus en conscience et de façon un peu plus voilà, réfléchie. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 livres et de 3 BD. Parce que j'ai découvert à la fin de l'année qu'il y avait une bibliothèque qui était pas loin de là où mon mec habite. Et j'ai passé mon mois de décembre à littéralement aller à la bibliothèque, je pense, tous les 3-4 jours pour lire des BD et changer de BD très rapidement. Parce que je n'ai pas d'argent. Et donc les BD, c'est un budget et c'est des beaux objets. Et c'est vrai que quitte à en lire, alors j'aimerais bien en avoir un peu plus dans ma bibliothèque, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc pour l'instant je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, alors les 4 bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui, incidemment, sont tous des livres qui ont été écrits par des femmes. Et le premier, ça va être un livre qui a été écrit par Maëlys de Kerangal qui s'appelle Un monde à portée de main. Je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous. Mais alors, c'est un bouquin qui remonte parce que je crois que c'est le deuxième livre que j'ai lu de 2020. Et donc, ça fait 1 an maintenant que je l'ai lu. Mais j'ai adoré ce bouquin. Alors pour vous faire un petit pitch, ça raconte l'histoire de... Je vais regarder mes notes parce que évidemment j'ai pris des notes car je suis une bonne élève. C'est l'histoire de Paula Karst qui va intégrer en 2007 une école de peinture à Bruxelles et de peinture en trompe-l'œil en fait, pour apprendre à faire des décors, à peindre, à savoir peindre du marbre, à savoir peindre du bois. Et ça va raconter tout son apprentissage à Bruxelles pendant à peu près 6-7 mois, les gens qu'elle rencontre là-bas. Donc il y a 2 personnes qui reviennent assez souvent dans son récit. Ça va être Jonas, son colocataire, et Kate, qui est une américaine et qui devient une de ses amies.
Et ça va être ce récit de cet apprentissage-là, des chantiers sur lesquels elle va aller. Et moi, j'ai été complètement happée dans ce récit parce que c'est un vrai tour de force que Maëlys de Kerangal a réussi à faire. Elle réussit à décrire un monde qui est quasiment entièrement visuel. Et donc, elle a un vocabulaire qui est assez technique, qui n'est pas toujours évident, mais qui marche très très bien et avec lequel moi j'ai vraiment beaucoup accroché parce que elle parle non seulement de couleurs, mais elle parle aussi de texture. Elle va parler d'appréhension de la vision. Elle a tout un passage sur qu'est-ce que c'est que voir, comment est-ce qu'on apprend à regarder, comment est-ce qu'on apprend à faire. Et c'est, bah moi le mot qui me vient en tête c'est que c'est absolument magistral. C'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde parce que c'est un style qui est assez... C'est un style qui est assez ardu. Moi je sais que le style de Maëlys de Kerangal plaît pas à beaucoup de gens. C'est le seul roman d'elle que j'ai lu pour le moment. Et moi j'ai été complètement happée. Alors c'est des phrases qui sont très très longues et donc du coup c'est un rythme qui essouffle un peu quand on lit. Moi je sais que j'aime bien lire à voix haute et y a certains passages dans ce livre que j'ai lu à voix haute et j'ai eu du mal des fois à finir les phrases parce que elles sont longues, les mots sont pas évidents, il y a énormément de virgules donc on s'essouffle assez souvent. Mais je trouve que du coup ça crée un rythme en fait vraiment dans le récit qui moi elle m'a vraiment emmenée où elle voulait m'emmener. Enfin j'ai eu le sentiment qu'en tant que lectrice elle avait vraiment réussi à me faire m'attacher aux personnages même si ils sont pas toujours attachants. Le personnage de Paula c'est un personnage qui m'a pas toujours plu. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des personnages dans lesquels on se retrouve pas trop ou où on comprend pas ce qu'ils font. Euh, et un autre aspect du livre que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle vient explorer les relations de cette nana-là, et en particulier ses relations avec, donc j'ai dit ses amis, mais surtout dans une sorte d'ambivalence par rapport à... c'est un métier qui est hyper solitaire, que tu fais vraiment tout seul quand tu fais des décors. Tu passes ta journée à peindre dans le silence parce qu'il faut que tu sois hyper concentré. Et donc, comment est-ce que tu viens construire un monde intérieur, construire des relations, construire des amitiés qui soient durables dans cette espèce de bulle et d'univers dans lequel tu peux quasiment te perdre. Et donc c'est pas très long, ça fait 240 pages, donc ça se lit assez vite. Et c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est pas un bouquin que je conseillerais à tout le monde, mais vraiment, moi j'ai été contente de commencer l'année 2020 avec ce livre. Voilà pour Un monde à portée de main, qui est d'ailleurs, je crois, assez récent. Je sais plus quand est-ce qu'elle l'a publié, je vais vous dire ça tout de suite. 2018, donc ouais. La plupart des livres que j'ai lus cette année sont des livres qui ont quasiment tous moins de 5 ans. Et le suivant, c'est un livre que j'ai lu en anglais parce que pour l'instant, il n'y a pas de traduction en français, ce qui est vraiment dommage. J'espère que la traduction va venir très très vite. Et qui s'appelle Know My Name de Chanel Miller. Alors je sais pas si vous vous souvenez pour les Français et les Françaises de l'affaire à ce qui a été appelé à l'époque en 2015 le violeur de Stanford. Et donc ça a été un procès qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis et moi j'en ai eu particulièrement des échos puisque en 2015 j'habitais à New York. Et en fait, c'est le procès de... Alors, je crois qu'il s'appelle Brock Turner, c'est ça, qui avait 20 ans au moment des faits, et qui a violé une jeune femme la nuit, dans une fête, sur le campus de Stanford, un truc super glauque. Et donc, cette jeune femme s'appelait Emily Doe, et ce procès-là a été particulièrement médiatisé, puisque le juge a été... très léger sur la peine qu'il a infligée à Brock Turner. Je crois il lui a donné une peine de 6 mois dans une prison d'État, qui sont différentes des prisons fédérales aux États-Unis. Et en fait, quand t'es condamné à passer du temps dans une prison d'État, tu passes, dès que tu fais une journée où tu as une bonne conduite, ça annule une de tes journées. Donc en fait, il a condamné à 6 mois, mais s'il y avait 3 mois de bonne conduite, il faisait que 3 mois. Donc c'est une peine qui est absolument ridicule. Ses parents ont dit bah oui mais en fait il faut pas détruire sa vie, vous vous rendez compte, ce jeune homme si brillant, enfin bref on connaît tous les discours assez insupportables concernant
les attitudes des jeunes hommes dont les vies vont être détruites, hein, puisque c'est vraiment très très triste. Donc bref, c'est un procès qui a fait pas mal de bruit et qui a fait d'autant plus de bruit que donc la victime qui s'appelait Emily Doe, qui était donc un surnom d'emprunt, puisqu'elle avait désiré rester anonyme, a écrit une lettre de 6 ou 7 pages à la suite de ce procès-là, qu'elle a lu, enfin pas à la suite, mais pendant ce procès, qu'elle a lu à l'accusé en l'occurrence, et elle a fait publier cette lettre sur, il me semble que c'était BuzzFeed, sa lettre est devenue complètement virale. Elle a été traduite en français, donc je vous encourage vraiment à aller lire cette lettre parce qu'elle est extrêmement prenante et elle vous donnera une bonne idée aussi du style de Chanel Miller qui en anglais, enfin dans la langue originale, est à couper le souffle. Moi je pleure pas du tout quand je lis, mais ça a été le seul bouquin de 2020 qui a réussi à vraiment m'émouvoir jusqu'aux larmes. Et donc en fait, cette Emily Doe a décidé de sortir de l'anonymat il me semble que c'était 2018 ou 2019, et a décidé d'écrire ce bouquin, Know My Name. Et donc c'est pas vraiment des mémoires parce que elle est quand même très jeune, il me semble qu'elle a genre 28 ou 29 ans. Mais c'est le récit de qu'est-ce que ça fait en tant que victime de viol d'être piégée dans cet univers judiciaire. Et surtout, alors je sais que le viol c'est un sujet qui peut être très très délicat à lire et qui est pas toujours facile, en particulier pour des femmes, à lire, à écouter ce genre de récits. Mais elle est pas... Moi, ce que j'ai vraiment apprécié... Bon, déjà, elle a une prose qui est absolument incroyable. C'est une poétesse. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est une fille qui... Déjà, c'est une artiste, il faut le savoir. C'est une fille qui fait des dessins et des illustrations. Si vous n'êtes pas sur son Instagram, je vous encourage vraiment à la chercher parce que moi, elle fait des vignettes qui à chaque fois me bouleversent et j'ai l'impression qu'en 10 cases, elle a compris exactement comment je me ressentais et elle avait compris exactement ce qu'il fallait que je dise pour que je me sente mieux. Donc elle sait raconter des histoires et elle sait raconter son histoire. Et elle est pas à la fois... ce qui m'a touchée dans ce récit, c'est que elle cache rien, mais elle est pas du tout dans une volonté de voyeurisme. Et tout en se livrant, elle réussit à garder une espèce de pudeur qui est absolument fantastique. Et tu rentres dans son intimité, mais parce qu'elle te laisse y rentrer en fait. Et, et elle est à cœur ouvert et elle est... Je sais pas, enfin, j'ai vraiment... En fait, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai du mal à expliciter à quel point ce roman m'a... Enfin, c'est pas un roman d'ailleurs, cet essai m'a bouleversée. Et je lis très très peu souvent des récits ou des mémoires, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi j'aime énormément la fiction. Mais alors ce livre-là, ça a été une vraie claque et je l'ai lu en sortant du confinement en mai. Et ça a vraiment été, déjà à la fin du confinement, était un soulagement. Mais ce livre-là était une vraie claque. Donc quand il sortira en français, pour ceux qui ont du mal à lire l'anglais, achetez-le, lisez-le dans l'heure parce que ça sera vraiment, vraiment pas une perte de temps. Le troisième roman, c'est un tout petit livre qui fait, il me semble, 170 pages, qui a été écrit par Fatima Das, qui s'appelle La Petite Dernière, et qui est sorti très récemment, puisqu'il a fait un peu les choux gras de la presse en septembre 2020 lors de sa sortie. C'est le premier roman de Fatima Das, qui est une jeune femme musulmane de Clichy, et qui a une plume mais hallucinante. Moi j'ai eu le sentiment de me prendre des coups de poing pendant tout son bouquin, où elle commence chaque chapitre par je m'appelle Fatima Das ou je m'appelle Fatima, et à chaque fois et donc c'est des phrases qui sont très très courtes, souvent à la première personne du singulier. C'est vraiment c'est des phrases qui font 2 mots, 3 mots, une dizaine de mots, donc elle va droit au but. C'est extrêmement épuré, mais c'est presque c'est du papier de verre ces phrases quoi. Elle va droit au but, elle a pas de temps à perdre. C'est à mi-chemin entre presque un rap ou un slam et à côté de ça je sais pas,
une littérature qui s'embarrasse pas de fioritures et de... Là, on est clairement à l'opposé de Maëlys de Kerangal. Donc c'est assez intéressant aussi pour moi de voir ce qui me plaît dans la littérature et ce qui me plaît moins. Mais alors là, on est à des opposés polaires et pourtant les deux sont absolument incroyables. Et puis c'est vrai que c'est un récit qui est intéressant parce qu'elle parle aussi de... Donc ça a été écrit par Fatima Das et ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Fatima mais qui n'est pas elle. Donc c'est une sorte de récit autobiographique qui n'en est pas vraiment un. Cependant, le personnage dont elle parle dans ce livre est aussi musulmane. Elle est aussi lesbienne puisque Fatima Das est lesbienne. Et donc c'est des personnages qui sont quand même... assez atypique, qu'on n'entend pas souvent. Et donc c'est assez rafraîchissant aussi d'avoir le point de vue, d'avoir quelqu'un en fait, souvent qu'on stigmatise dans les médias ou dans les autres bouquins de littérature, et là qui prend la parole en fait. Et moi ça m'a beaucoup plu aussi, cette espèce d'empouvoirment par la littérature de ce genre de personnes. Donc pareil, ça se lit très très vite en plus. Moi j'ai lu en 1 heure et demie entre un Nantes-Paris en train et j'ai pas vu passer mon trajet parce que vraiment j'ai été clouée à mon bouquin et c'est le genre de livre où on referme et on a envie de le relire directement après parce que ça passe tellement vite que on en redemande. Et puis surtout, je pense que tous ces airs de livres simples dans la forme, c'est-à-dire avec un vocabulaire enfin, j'ai envie de dire basique, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais qui n'est pas aussi élaboré par exemple que ce que peut faire Maëlys de Kerangal. Il y a quand même des couches et des couches et des couches et des couches de compréhension, je pense, qui sont à chercher derrière. Donc ça vaudrait une relecture, vraiment. Et je vais terminer avec, au niveau des livres, avec un des derniers, voire un des derniers livres que j'ai lu en 2020. Donc vous aurez vraiment l'étendard de 2020 en lecture, que j'ai pas sous la main parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, et qui s'appelle Vita Nostra, qui est un bouquin de fiction, puisque enfin de science-fiction même, science-fiction ou fantasy, je ne suis incapable de faire la différence, ne me lâchez pas. Et je me suis replongée dans le mois de décembre, qui n'a pas été un mois très facile, dans des lectures un peu échappatoires. Et donc j'ai relu pas mal de bouquins de quand j'étais gamine, et Willan, tout ça, ce qui est assez marrant. Mais du coup, ce livre-là, ça a été une vraie découverte parce que... Alors, pour vous faire un petit pitch sur l'histoire, c'est l'histoire de Sacha, qui à 16-17 ans va prendre des vacances en Croatie, je crois, avec sa daronne, et elle vit son meilleur été, elle va à la plage, elle bouffe des glaces, bref, tout va bien. Et un jour, un mec l'aborde et lui dit voilà, alors maintenant tu vas aller te lever tous les jours à 3h du matin, et de 3h à 4h du mat, tu vas aller faire des brasses dans la mer, et si tu le fais pas, il va se passer quelque chose de grave. Donc elle flippe un peu, mais elle décide de pas tenter le destin, et donc elle va faire ses brasses de 3 à 4 heures tous les jours. Et il y a un jour, son réveil sonne pas, et il se trouve que le nouveau go de sa mère a une petite crise cardiaque. Il en meurt pas, mais elle est quand même assez secouée, donc elle se dit ok, bon, je vais pas trop rigoler avec ça. Et elle est pas forcément très bien, mais elle se dit de toute façon, après moi je rentre chez moi, ce mec là il me suivra pas, ça sera terminé et tout ça. Et donc effectivement, elle rentre chez elle, elle se retourne en terminale et tout ça, et en fait le mec la retrouve et continue de lui faire des défis. Et au bout d'un certain temps, il lui dit bon bah voilà, t'es prête pour aller intégrer l'institut de technologie spécialisée de Torpa. Et elle dit mais j'ai pas du tout envie en fait. Il fait non mais en fait t'as pas le choix. Donc elle va dans cet institut spécialisé, et c'est indescriptible ce qui se passe là-bas. Les étudiants ont l'air tous claqués de ouf. Les deuxièmes années se prennent des portes. Des fois, ils se figent pendant 55 secondes dans les airs. Ils regardent rien. Ils bug complètement. Donc, elle est pas hyper rassurée. Mais en fait, on lui donne des exercices. Elle comprend pas. On lui donne des exercices à lire. Elle comprend pas ce qu'elle lit. C'est pas des mots. C'est pas du... Le roman est écrit en russe. Donc, pour eux, ils disent mais c'est pas du russe. Je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est une sorte d'institut de magie, mais le mot magie est jamais prononcé. Dans le roman, le mot magie n'est jamais écrit.
Et donc en fait tu suis à travers le regard de cette nana-là son apprentissage de cette forme étrange de pouvoir surnaturel. C'est... En fait, vraiment, ce qui est génial avec ce bouquin, c'est que tu comprends rien, mais comme l'héroïne comprend rien, en fait. T'es largué d'un bout à l'autre, mais tu continues parce que tu sais que t'as pas envie de t'arrêter. Et c'est un gros pavé, c'est un truc qui fait genre 550 pages, mais je l'ai dévoré allez, 4 jours, je crois, pendant les vacances de Noël. Parce que je pouvais pas m'arrêter de me dire qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce qui va lui arriver, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir ses exercices. Et les 30 dernières pages, vraiment j'étais là, je pige rien de ce qui se passe, mais c'est trop bien. Ça m'a un peu fait penser comme impression à la première fois que j'avais regardé Ghost in the Shell, et où j'étais là, je viens de voir un chef-d'œuvre, mais je n'ai rien compris. Donc je vous encourage vraiment à aller lire ce bouquin si vous aimez la science-fiction un peu décalée, parce que c'est un récit initiatique d'une nana un peu paumée qui s'en sort par des moyens inhabituels. Et, euh, et moi ça m'a vraiment fait dire qu'il fallait que je me remette à lire de la science-fiction, parce que c'est vraiment démentiel. Donc voilà pour la partie roman, livre, essai. Et maintenant on va passer au BD, parce que donc je me suis mis à lire et relire des BD cette année. Il faut savoir aussi que je suis une grande relectrice. Donc par exemple sur les 37 bouquins que j'ai lus cette année, j'en ai relu 7 je crois. Donc ce qui est pas... ça fait un cinquième grosso modo de bouquins que je relis. Mais du coup, j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien relire. Mais là, toutes les BD sont des lectures, des premières lectures. Et je vais commencer avec le plus gros morceau qui est... on appelle ça un roman graphique quand on ne veut pas parler de BD, parce que la BD, c'est un loisir populaire et c'est pas vraiment une vraie lecture. Mais ça, en fait, j'ai mis, je sais pas, 4 jours à le lire tellement c'est énorme. Et donc, c'est une BD qui a été faite par Émile Ferris en 2017 qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et c'est la première BD de Émile Ferris, qui est une nana assez incroyable. Donc c'est une dessinatrice américaine qui était designeuse de jouets, et il me semble qu'elle travaillait aussi sur des projets d'animation. En 2002, le jour de ses 40 ans, elle a été piquée par un moustique. Et elle a chopé, alors je sais plus ce que c'était comme maladie, mais un truc hyper sérieux. On lui a diagnostiqué, c'est ça, une méningo-encéphalite, me demandez pas ce que c'est. Mais en gros, elle a été complètement paralysée. Et on lui a dit qu'elle remarcherait plus jamais, sa main droite ne bougeait plus. Et donc, elle a réussi en fait à s'en sortir vraiment uniquement par la force de sa volonté. Donc, elle se scotchait un stylo-bille à la main, puis elle dessinait en se scotchant un stylo-bille à la main. Et donc, il faut savoir que cette BD est intégralement dessinée au stylo-bille. Donc si je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est mais hallucinant de beauté. Et donc ça, elle a mis 6 ans à faire cette BD-là. C'est le premier tome. Le prochain sort dans... Alors je sais pas dans combien de temps, vu que c'est des gros morceaux. Mais quand il est sorti, ça a été mais absolument acclamé par la critique. Elle a raflé tous les prix. Elle a raflé Angoulême cette année-là. Elle a raflé un autre prix américain qui est un peu genre l'Oscar de la BD. Enfin, elle a vraiment... elle est arrivée comme ça dans ce monde-là en dégommant tout le monde. Et son bouquin, donc Moi ce que j'aime c'est les monstres, raconte l'histoire de Karen Reyes dans le Chicago de la fin des années 60. Et cette petite fille est absolument passionnée d'horreur. Et elle pense qu'elle-même est un loup-garou, et donc en fait elle se représente comme un monstre. Et, euh, et elle dessine dans ses carnets, et donc en fait toute la BD c'est les carnets de dessin de Karen. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'on peut... Enfin, il y a vraiment cette impression-là de dessin et de voilà, des lignes. Graphiquement c'est incroyable, et la colorimétrie est assez dingue, parce que il y a des moments c'est en noir et blanc, il y a des moments c'est en couleur,
Elle utilise toujours les couleurs pour raconter des histoires au-delà de l'histoire elle-même. Et donc en fait, cette fameuse Karen va se transformer en détective puisque elle va... en fait, sa voisine décède et elle est persuadée que c'est pas une mort naturelle, donc elle pense qu'il y a quelqu'un qui l'a assassinée. Et elle va essayer de mener son enquête pour savoir qui c'est qui l'a assassiné. Et il se trouve qu'en fait, cette voisine-là, c'était une rescapée de la Shoah. Et donc, ces deux histoires vont s'entremêler parce qu'elle va découvrir un peu plus qui était cette fameuse voisine, comment est-ce qu'elle a survécu et tout ça. Et c'est assez... Enfin, franchement, il y a des passages qui sont très très durs et qui sont très très violents. Et il y a des passages d'une beauté, mais absolument incroyable. Déjà, moi, ce que j'adore, c'est que elle fait des références aux couvertures des magazines d'horreur dans la fin des années 60. Et donc, si j'arrive à retrouver ça, voilà, elle dessine... elle redessine avec son style à elle ses pages de couverture, donc c'est assez génial. Et surtout, il y a des moments où elle recrée, et moi j'ai été particulièrement sensible à ça, mais aussi parce que c'est mon délire en histoire de l'art, mais elle décrit une visite à l'Art Institute de Chicago, et donc elle va recréer au stylo bille des tableaux. Et en vrai, mais alors moi ça, si tu mets des œuvres d'art dessinées au stylo bille, je vais voter à 100 000 fois pour. Et je crois, alors je sais plus, j'ai pas noté la page, mais elle fait une reprise au stylo bille de un tableau qui s'appelle La Terreur. Et alors, en pleine page, et ça m'a fait absolument fondre. Évidemment, je vous le retrouve pas, j'aurais dû mettre un marque-page. Ça m'apprendra. C'est les erreurs du redirect, comme on dit. Mais voilà, c'est... vous en aurez pour votre argent, sérieusement. Ça coûte une blinde. Hein. Je crois que je l'ai acheté, mais évidemment, il est dans mon autre appart. Enfin, je suis présentement chez mon mec. Et donc, toute ma bibliothèque est ailleurs. Mais ça m'a coûté, je sais plus, 39 euros, je crois, 35 euros. Mais ça les vaut largement. Parce que... il y a du texte absolument partout. Et moi, c'est un des trucs aussi où je me suis demandé comment est-ce que les traducteurs ont fait. Parce que le texte est littéralement, c'est pas que des bulles en fait. Le texte, il est intégré dans les dessins. Il y a des dessins qui sont créés que avec du texte. Et donc, je me suis vraiment posé la question de mais comment est-ce qu'on a pu réussir à traduire ce bouquin. Et je pense que ça a dû être hyper dur pour l'équipe de traducteurs et qu'ils ont voulu s'arracher les cheveux. Mais je sais que j'arrive 3 ans après tout le monde avec cette découverte, mais moi ça a été si je devais en sélectionner qu'une, ça serait celle-là de 2020. Dans un style hyper différent. Ça a été le cadeau de Noël que j'ai voulu offrir à mon père, et comme je n'ai pas vu mon père à Noël, et ben du coup je l'ai gardé pour moi, mais je vais lui offrir quand je le verrai. C'est une BD qui s'appelle Salade César, et dont le scénario a été fait par Caribou, et les dessins par Jocelyn Duparkmer. Et alors là on sort complètement du truc un peu glauque, parce que moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est quand même un peu glauque à certains moments. Et là, c'est uniquement humoristique, et c'est sur... c'est l'histoire de César le tocard, parce que c'est vraiment un tocard dans cette BD, qui comprend rien à rien et qui est obsédé par son apparence. Et comment est-ce que Brutus va organiser du coup son assassinat. Et c'est... Mais j'ai rigolé si fort dans cette BD. Et je devais m'arrêter à chaque page parce que j'éclatais de rire. Enfin, c'est magistral. Les dessins sont assez chouettes en plus. Enfin, moi, je sais que c'est un style que j'aime bien. Même si c'est un peu un style qui est un peu bizarre parce que les yeux sont pas vraiment représentés. Et donc, ça donne des personnages qui sont pas toujours... Enfin, qui sont expressifs, mais qui ont l'air un peu vides. Et ça fonctionne très très bien pour le type de la BD. Donc ouais, mais j'ai ri, il y a une page qui est absolument géniale sur
il arrive dans une... César arrive dans une orgie et il dit genre ouais j'ai amené une quiche et tout, si on a un petit creux, et tout le monde est là genre non mais en fait on s'en branle, puis il est là non mais elle est au poireau, et puis c'est mieux si on la mange chaude, et c'est complètement absurde, et moi l'humour absurde ça me fait hurler de rire, donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous offrir une franche tranche de rigolade, je vous conseille vraiment cette BD, parce que y a pas un truc qui marche pas, il y a pas une blague qui marche pas, et vraiment c'est... mais c'est à se pisser dessus quoi, c'est le je lis des pages en vous en lisant et voilà, et je rigole, donc je vous montre vraiment que ça fonctionne à 10 000%. Et je vais terminer, alors c'est pas la meilleure des fins parce que c'est un peu bizarre, je vais terminer par une dernière BD qui a vraiment, alors là mais ça a été une claque, mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait, qui s'appelle Jolies Ténèbres. Et j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle parce que moi j'y suis allée, j'ai découvert cette BD parce que je suis le compte d'une illustratrice dessinatrice qui s'appelle Cyrielle, et qui a fait Radium Girls, et donc j'attends de pouvoir, je suis 3e sur la liste d'attente de ma bibliothèque pour pouvoir emprunter Radium Girls et le lire. Et elle fait souvent des recos BD, et je me suis dit voilà, j'aime bien ce que fait cette nana, à mon avis ce qu'elle recommande ça devrait me plaire aussi, donc je vais aller lire ce qu'elle recommande parce que en BD j'y connais rien, je sais pas trop ce qui va me plaire et tout. Et en fait elle a dit voilà, je vous raconte rien, juste allez-y, et j'ai un peu envie de vous faire la même chose, mais juste pour vous donner envie de lire, c'est... Bon alors déjà, pour vous donner envie de lire, le dessin est incroyable, vraiment, mais c'est d'une beauté absolument hallucinante. Ça a l'air tout simple, mais les couleurs sont ouf. Les traits sont super bien faits. Ça, c'est vraiment... C'est très détaillé en fait. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est extrêmement détaillé. Et il y a une pleine page que je vais essayer de vous retrouver. Voilà, ça, c'est pas dégueu quand même. Et c'est surtout une colorimétrie qui moi m'a complètement bouleversée, qui peut vraiment changer d'une case à l'autre, où elle gère super bien les couleurs à la fois chaudes et froides, et donc elle crée vraiment une ambiance qui peut être d'un coup très mignonne et d'un coup super glauque. Et ouais, Jolies Ténèbres, c'est l'histoire de la survie d'un petit peuple de, alors j'ai pas envie de dire fées, mais de mini personnages. Euh, et, euh, et juste pour vous prévenir quand même, pour un petit trigger warning, comme on dit en bon français, il y a un cadavre d'enfants morts dans les 3 premières pages, donc ça peut être un peu choquant pour certains. Mais c'est voilà, c'est quelque chose qu'on voit et qui apparaît dans les 3 premières pages et qui fait un peu partie intégrante de l'histoire. Mais ça a un côté... en fait, ça a un côté... c'est... Ouais, enfin, en fait, c'est indescriptible parce que il y a des moments, le ton est hyper grave. Il y a des moments, le ton est presque enfantin, où t'as l'impression que tu lis une BD pour enfants de 5-6 ans. Et il y a des moments où c'est Happy Tree Friends, tu vois. Donc ça change tout le temps, d'une case à une autre, ça change de ton, et donc t'es là, tu rigoles, et après t'es là, mais non, mais c'est horrible, et après tu rigoles, et donc tu sais pas sur quel pied danser. Le tout avec des dessins qui sont absolument bluffants. Donc je vous conseille à 10 000%. Moi, ça a été une vraie grosse claque, et ça m'a donné de lire encore plus de BD qu'avant. Donc voilà, j'en ai terminé avec toutes mes lectures de l'année 2020. Je ne sais pas si les 4 personnes qui sont présentes dans ce live ont des questions ou pas. Je serais ravie d'y répondre si jamais. Et je vais devoir encore une fois meubler en attendant les questions. Puisque c'est le jeu des lives Instagram. Les choses arrivent toujours un peu en décalé, j'ai l'impression. Pardon, non, 3, 4, non, je ne sais pas. Les gens se connectent et se déconnectent. En attendant, je vais boire une gorgée d'eau, puisque parler pendant, 35 minutes m'a donné soif. Cécile me dit toutes les lectures me donnent carrément envie. Merci!
J'avais trop peur de vous ennuyer avec mes lectures un peu cheloues, mais du coup, c'est vrai que j'aime bien partager des trucs qui me font plaisir, en particulier quand c'est avec des amis. Comment me dis-tu, Gavin? Comment as-tu découvert toutes ces autrices et tous ces auteurs? Ah, très très bonne question. En fait, alors pour ma liste de Kerangal, ça a été complètement par hasard. J'ai une petite boutique à côté de chez moi qui vend des bouquins pour 2-3 euros et donc c'est là où je vais me fournir. Et du coup, ça a été à la fois un truc super cette année, c'est que j'ai lu des bouquins que j'aurais vraisemblablement jamais lus. Et là, avec la bibliothèque, je vais plutôt choisir des livres que j'ai envie de lire parce que euh, si je vais en librairie et que je vois des bouquins, généralement, que j'ai pas les sous de m'acheter, je les note. J'ai une liste de livres que j'ai envie de lire et après, j'essaye de les retrouver à la bibliothèque. Et je vais te dire un truc très très bête. J'ai eu envie de prendre ce bouquin déjà parce que j'aimais beaucoup la couverture. Et ensuite parce que le résumé c'est juste un extrait de texte. Et j'ai adoré ce style d'instinct, je savais que c'était un style pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ce bouquin. Know My Name de Chanel Miller, c'est parce que ça a fait beaucoup d'écho dans mes réseaux féministes. Donc ça, je me suis dit que c'était un livre qu'il fallait que je lise. D'autant plus que j'avais pas mal suivi l'affaire dans laquelle elle avait été en 2015. Fatima Das, la petite dernière, pareil, ça a fait pas mal de bruit pendant la rentrée littéraire et aussi dans les cercles féministes que je suis, donc je me suis dit que c'était quelque chose à lire. Et Vita Nostra, j'ai découvert ça dans un podcast que j'adore qui s'appelle Laisse-moi kiffer et où les gens qui sont dans ce podcast parlent souvent de trucs qu'ils ont bien aimés et c'est souvent des séries, des bouquins. Ce genre de choses. Après, ça peut être des trucs un peu plus genre j'ai bien aimé le repas que j'ai fait, bref. Mais du coup, c'est une histoire assez marrante pour Vita Nostra parce que j'étais littéralement en train d'aller me balader vers le jardin des plantes, en train d'écouter ce podcast. Et la nana était en train de dire voilà, j'ai lu ce bouquin, c'est de la science-fiction, c'est trop bien. J'ai fait un demi-tour 180 degrés, j'ai couru à la bibliothèque, j'ai emprunté le bouquin, je suis rentrée chez moi. Vraiment pour vous dire à quel point j'étais là, il faut que je ce livre, il faut que je le lise. Et j'ai pas été déçue. Cécile me dit tu referas des lives, c'est trop chouette de t'écouter, c'est trop gentil, merci. En vrai, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent que ça, parce qu'une fois par mois. Parce que en ce moment, en fait, mon nouveau défi 2021, c'est de lire un livre par semaine. Et pour l'instant, je m'en tiens, puisque je suis en train de finir aujourd'hui mon 3e livre. Et tous les bouquins que je lis cette année ont été super. Et donc pour l'instant, c'est 3 sur 3. Et j'étais en train de dire, oh là là, mais j'ai envie d'en parler de tous, de ces bouquins. Donc il n'est pas impossible que je fasse ça régulièrement, tous les mois, en gros, pour parler de mes lectures du mois, si jamais ça vous a plu. Donc ouais, si vous avez aussi envie de recos, de bouquins et de BD, je suis toujours ravie de partager ma passion de lecture avec les gens que j'apprécie. Alors... Ah super, Cécile me dit qu'elle fait le même défi, bon bah voilà. Sophie, ta pile de livres va encore s'allonger. Désolée, j'ai un peu du mal en ce moment aussi avec ma pile de livres qui n'arrête pas de grandir et de grandir et de grandir. Et je reçois des notifications de la bibliothèque qui me disent en fait, vous devez rendre ce livre dans 3 jours. Donc je me dis ok, bah je vais le lire en 3 jours. Et Cécile me dit que oui, un live par mois. Et ben je le dis maintenant sur ce live, je ferai un live par mois. Et donc ça fait 40 minutes. Je pense que pour un premier live, c'est pas si pire. Donc je vais vous laisser là. Et puis bah merci d'avoir regardé, merci de m'avoir suivi, attentivement ou pas d'ailleurs. Bon dimanche, profitez-en bien. Envoyez-moi aussi des bonnes ondes, parce que demain est un jour pas très facile, parce que mon mec se fait opérer, donc voilà, ça m'a fait aussi plaisir de faire ça, parce que ça me permet de penser à autre chose, et de penser à des choses qui font plaisir, et on en a besoin. Oh merci cousine de valider pour un live par mois, trop cool. Vous êtes trop mignons. Ça me fait super plaisir de voir tous ces commentaires qui sont gentils. Et de toute façon, vous êtes les meilleurs potes. Donc ce n'est pas surprenant. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.